Donc, autour de la table, François Lévesque. Salut François, professeur donc à Mines ParisTech. Clément Henrat. Salut Clément. Salut, toi aussi, prof d'éco, Sorbonne, Sciences Po. Il fallait quand même quelqu'un de sérieux autour de cette table. Donc, c'est Jérôme. Un entrepreneur. Voilà. Jérôme Dédéian, mon partenaire patrimoine. Tiens, mais alors, tu as fait toute ta carrière autour de l'intéressement, de la participation et toutes ces choses-là. C'est étonnant d'ailleurs, je me faisais juste la réflexion que là, tout est focalisé sur l'héritage. Bon, on en a, nous, déjà beaucoup parlé. Mais en revanche, intéressement et participation, malgré les efforts de Thibault Langsat, qui viendra nous voir d'ailleurs, pour essayer de remettre ça, j'ai l'impression que c'est passé de mode. Soit c'est totalement généralisé, soit finalement c'est un débat technique qui intéresse pas tant que ça les gens, alors qu'au cœur de la problématique du pouvoir d'achat, il devrait y avoir ce sujet-là. Évidemment, le partage du profit au sens large, y compris son volet actionnariat salarié, qui n'est pas pour toutes les PME non cotées, mais qui peut quand même en servir un certain nombre. Alors tu sais que je suis un militant de la cause. Mais bien sûr, c'est pour ça que il y a quand même énormément de progrès. Attends, quand j'ai commencé dans ce secteur-là, à l'horizon des années 2000 à peu près, il y avait 3% des salariés des boîtes de moins de 50 personnes en France qui étaient équipées avec un mécanisme de partage du profit et d'épargne salariale. Aujourd'hui, on est à 25, 27. Tu vois, donc ça a pris 20 ans. Des moins de 50. Ouais, et ça fait beaucoup de boîtes. Ça fait beaucoup de boîtes. On en a équipé, on continue à en équiper, parce que je suis toujours actionnaire engagé d'RS, qui est ma boîte historique. On en équipe en caisse palette, avec les experts comptables, les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers en assurance, etc. Après, finalement, la dernière fois qu'on a fait un saut quantique, en termes d'extension du domaine de la lutte de la participation aux bénéfices, c'est quand on a baissé le seuil d'assujettissement obligatoire de 100 à 50. Là, il y a eu tout d'un coup une marche. Seuil d'assujettissement obligatoire, seuil à partir duquel tu es obligé de mettre en place un dispositif. Si tu gagnes de l'argent. Et donc moi, j'ai une vision qui devient de plus en plus, pas extrémiste, mais un peu coercitive sur le sujet, qui est qu'en fait, on devrait pouvoir dire intéressement obligatoire dans toutes les boîtes dès que j'emploie quelqu'un, mais montant libre. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne verses rien. Si tu en gagnes très peu, tu discutes avec ton salarié ou tes salariés pour savoir comment est-ce qu'on peut partager si on arrive à faire mieux, si on crée un surplus, et là tout le monde est gagnant. Puis si tu es un patron qui gagne du fric et que tu fais un accord qui ne distribue pas, il faut que tu regardes tes salariés en face pendant des années en leur disant on gagne de l'argent, mais il n'y a rien dans votre poche. C'est plus compliqué à tenir en posture managériale. Non mais Jérôme, je vais raconter un truc que je devrais peut-être pas raconter, mais ça va intéresser l'entrepreneur. Ce qui est intéressant. Donc moi, entrepreneur individuel, ok, SARL pour pouvoir bien cotiser et tout, et celui qui me conseille sur l'ensemble de ce dispositif me dit mais vous voulez pas mettre votre femme salariée? Je fais pourquoi? J'ai rien à lui faire faire. Vous trouverez bien un truc, j'en sais rien, gérer l'agenda, etc. et tout. Parce que si votre femme est salariée, même si vous la payez 500 balles par mois, 1000 balles par mois pour quelques heures, bim, dispositif à ce moment-là d'épargne salariale, d'association au capital, et vous pouvez, me dit-il, défiscaliser 12 000 euros. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors il se trouve que j'ai une femme qui est à l'honnêteté et qui a refusé absolument de rentrer dans cette magouille, ce que je regrette, mais c'est pour ça que je peux en parler, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est étonnant que les chefs d'entreprise ne saisissent pas ce qui est en fait une niche fiscale qui pourrait faire le bonheur de leurs salariés. RS et tous ces 6 000 partenaires partout en France qu'on forme, qu'on anime, etc. Et mon partenaire patrimoine, on en fait de l'épargne salariale. On équipe des dizaines, des centaines de boîtes par an qui y passent parce qu'on leur explique comment le faire. Ensuite, il y a l'esprit et la lettre. C'est clair que si tu fais un emploi fictif avec ton fiston... Non, mais là, justement, c'était juste pour donner un exemple. Pour te gaver d'épargne salariale, tu vas te faire rattraper par évidemment, ta faute, et tant mieux. Évidemment. Parce que, évidemment, c'est ce qu'on va le faire. Mais je parle du million de boîtes qui ont un salarié et qui pourraient là, mais encore faudrait-il qu'elles le sachent, en fait, avoir une prime défiscalisée à leur donner. Alors, elles le savent de mieux en mieux, d'où l'accroissement considérable du taux d'équipement. Et en fait, la clé, elle est venue de la loi Fabius, où on a obtenu, quand on a discuté ça en 2001, le fait que le chef d'entreprise, mandataire social de sa boîte, non titulaire d'un contrat de travail, était éligible au mécanisme quand il les mettait en place pour ses collaborateurs. Et du coup, ça a débloqué quand même pas mal de choses. Et ça fait qu'il y a un équipement massif qui se déploie en ce moment, parce que tu sais, pour passer de 3% à 27% en 20 ans, en fait, il faut en équiper des milliers de boîtes, des dizaines de milliers de boîtes. Des dizaines de milliers de boîtes, il faut continuer à porter la bonne parole. C'est pour ça qu'il faut former les gens, parce que c'est des mécanismes, les gens disent c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est riche. Et donc ça permet justement de tenir compte du modèle
modèle économique et de la situation sociale de chaque boîte. Donc moi je dis c'est une richesse, il faut l'exploiter à fond, on peut mettre son business plan, ses vrais objectifs dedans, qu'ils soient financiers ou extra-financiers. Enfin, c'est des mécanismes extraordinaires. Il y a quand même la mission d'intéressement de Langsat, Perret, tout ça, là, qui continue, qui a été pérennisée. Elle fait quand même beaucoup. On a obtenu dans la loi de simplification des choses. On a arrêté de déposer un exemplaire papier, on fait tout en ligne. Tu vois, bon, il y a pas mal de choses qui se passent, mais on peut encore faire des choses. On a des propositions à faire aux candidats. On est en train de faire la plateforme, on va les répandre dans tous les états-majors, puis on verra bien ce qui se passe. Parfait. En fait, ce que j'ai appris, c'est que ta femme ne s'appelle pas Pénélope et toi, François Pinault. Eh oui, je le regrette. Bon, enfin bref. Crise de l'énergie. Tiens, François. Donc, c'est l'essence après l'électricité, là. Est-ce que le gouvernement s'est pas piégé en mettant en place, en commençant par mettre en place ce bouclier, alors tu nous l'avais très bien expliqué d'ailleurs, ce bouclier tarifaire face à une hausse pas si importante que ça, donc pour limiter à 4% la hausse de l'électricité. On rappelle, dernier comptage, c'est 15 milliards d'euros plus sans doute 8 milliards pour EDF. Voilà, donc c'est quand même une histoire qui est en train de nous coûter très très cher. Maintenant, en fait, les gens attendent le même geste autour de l'essence. Et alors là, je vous dirai après les petits calculs que j'ai faits. Ça peut nous coûter, là encore, très très cher. L'addiction à la subvention, ça existe. Hein. Et là, le gouvernement, sans doute, n'a pas du tout anticipé au mois de décembre l'emballement. Il faudrait mettre beaucoup plus d'argent pour maintenir à 4% d'augmentation seulement les tarifs régulés de l'électricité. Donc là, tout d'un coup... il faut aller chercher de l'argent ailleurs, demander à EDF de contribuer à faire en sorte que les consommateurs, ménages et petites entreprises, n'absorbent pas le choc absolument incroyable d'augmentation du prix de l'énergie. Mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que, en fait, on ne connaît pas les conséquences parce que, d'un côté, on a ceux qui bénéficient de ces subventions ou de ces taxes moins élevées. Donc, ce sont des consommateurs et des entreprises. Et de l'autre côté, on a, je crois, des contribuables qui sont des consommateurs et des entreprises qui vont payer. D'accord ? Ce n'est pas l'État qui crée de l'argent là-dessus. Bon, donc on va avoir, comme ce sont des mesures non ciblées, c'est ça aussi qui me chagrine énormément, on va avoir des gagnants et des payants et des perdants sans trop savoir qui c'est. C'est-à-dire qu'on peut faire peut-être l'hypothèse, qui n'est pas trop absurde à mon avis, qu'il n'y ait pas de gain macroéconomique. C'est-à-dire que faisons l'hypothèse que s'il n'y avait pas une protection des consommateurs, ménages et entreprises contre ce choc du prix de l'énergie, eh bien... l'économie l'aurait absorbé et il n'y aurait pas de gain, il n'y aurait pas de perte de PIB. D'accord ? Faisons cette hypothèse-là. À ce moment-là, on fait cette hypothèse-là, on est sur du pur transfert. On prend de l'argent de Pierre dans la poche de Pierre pour mettre dans la poche de Paul et on ne sait pas qui. C'est-à-dire que, évidemment, les consommateurs d'électricité gagnent, mais les consommateurs d'électricité, ils payent des impôts. D'accord ? Et donc là, la mesure n'étant pas ciblée, c'est quand même un peu invraisemblable parce qu'on ne connaît pas, les effets. Par exemple, tu vas la cibler à travers les impôts. C'est-à-dire comme effectivement moins de la moitié des ménages paient des impôts, ceux qui paieront à la fin pour rembourser la facture seront les plus favorisés. N'oublie pas qu'il y a un truc qui s'appelle la TVA et que c'est une rentrée d'argent extraordinairement importante, beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Donc il y a un flou qui est absolument incroyable à mes yeux. On ne sait pas trop comment vont se faire les transferts. Tout à fait. Alors que si les mesures avaient été ciblées, eh bien sûr, il y a des entreprises sans doute qui auraient couru le risque de fermer parce que incapables d'absorber ce choc. Mais toutes les entreprises ne sont pas dans ce cas-là, et tous les ménages ne sont pas dans ce cas-là. Et donc, au lieu d'avoir une mesure ciblée, on fait une mesure pour toutes les entreprises, petites entreprises qui bénéficient de ce tarif réglementé, et même aussi maintenant les grandes, alors que les grandes entreprises auraient pu absorber le choc. Évidemment, les entreprises de l'aciérie ou d'autres matières premières n'auraient pas pu absorber le choc. Mais il y a plein d'entreprises qui auraient pu absorber le choc. Donc là, la mesure n'est pas ciblée, et c'est sans doute quand même, et je termine, c'est sans doute quand même le signe qu'on a une mesure qui est pour partie, sinon la plus grande partie électoraliste. Parce que si on n'a pas de finalité électoraliste, on fait quelque chose de ciblé.
Ouais. Ce que proposait, juste d'un mot, ce que proposait EDF, en bon commercial d'ailleurs, pour ces entreprises qu'on appelle électro-intensives, EDF proposait et a essayé de résister jusqu'au bout à l'augmentation de l'AREN dont on a beaucoup parlé, en disant mais on peut faire des mesures ciblées pour les électro-intensifs, on comprend tout à fait et pour les consommateurs précaires aussi. Et pour les consommateurs précaires, il y a absolument. Oui, en fait, ça porte un nom, ce qui est en train de se passer, on peut discuter du corner dans lequel s'est mis le gouvernement, ça s'appelle la nationalisation du pouvoir d'achat. C'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai vu arriver un truc assez rigolo, c'est que le collectif Famille Rurale vient de réclamer un chèque fruits et légumes. Voilà. Et donc, c'est parti. Ouais. Et donc, après, on peut dire, quels que soient mes revenus et mon patrimoine, finalement, le prix du beefsteak est plus cher pour moi et chacun a la même chose dans son caddie, quel que soit son revenu et son patrimoine. C'est ça, si on pousse le trait en caricaturant jusqu'au bout, on a nationalisé le pouvoir d'achat, on a fait un énorme kolkhoz où on dit, quel que soit ce que tu gagnes, tu as le même pouvoir d'achat que ton voisin. On ne fait pas un blocage des prix, on fait un blocage du pouvoir d'achat. Exactement. En fait. Et puis, il y a des effets de bord considérables. Je vous donne un exemple sur le gaz, qui est très, très intéressant. J'ai vu passer un truc rigolo, il y a les syndics d'immeubles qui se sont un peu réveillés. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans un immeuble avec un chauffage collectif au gaz, la facture de gaz est payée par le syndic. Le syndic, il est sous le radar des TPE qui sont concernés par le blocage des prix. Et donc ça veut dire que le consommateur final, ils ont commencé à prélever des provisions pour charge sur les loyers, à côté des loyers des locataires, pour essayer de faire face à cette augmentation qu'ils prennent de plein fouet, parce qu'ils ne sont pas concernés, puisqu'ils intermédient la consommation de gaz avec le locataire individuel. Voilà. Et donc tout le monde s'excite, et à la fin, chacun peut réclamer son chèque. Il n'y a pas de débat. L'autre point qui me semble essentiel, c'est que finalement, on aurait plein d'argent dans les caisses de l'État. Mais là, on fait de la dette publique pour compenser des problèmes qui sont liés à l'excès de dette publique. Oui. Donc, on peut aller jusqu'au bout de cette logique. Ça me pose quand même un problème. C'est pour ça, François, que personne ne paiera, si ça se trouve. Ça va être la dette. Non. Bien sûr qu'on paiera. Bien sûr que les contribuables paieront. Et bien sûr, alors, contribuables d'aujourd'hui ou contribuables de demain. Mais les contribuables paieront et les générations futures, effectivement, à travers de la dette, paieront une partie. L'argent n'est pas gratuit. Enfin, je veux dire, ce coût-là, je pense que si on interrogeait les gens dans la rue, beaucoup répondraient, mais oui, l'État a de l'argent. Alors, l'État a de l'argent, mais c'est pas l'État qui crée l'argent, c'est parce que l'État arrive à prélever de l'argent auprès de contribuables. Et donc là, on ne voit pas ce tour de passe-passe. On ne voit pas que c'est fondamentalement un transfert qui est en train de se réaliser. Je ne suis pas d'accord, François. Moi, je crois. Enfin bon, je vais laisser Clément s'exprimer. Oui, alors juste, c'est vrai que c'est vrai que le vrai problème pour les économies, c'est toujours celui de l'incidence, comme on dit, en équilibre général. C'est toujours très difficile de savoir. Mais c'est vrai pour les impôts aussi. C'est vrai pour les subventions, c'est vrai pour les impôts. Qui est vraiment affecté ? Donc moi, je vois en fait cette disposition comme uniquement effectivement un choix politique. Puisque, comme tu l'as dit, Stéphane, il y a une fortune. Bien sûr, mais c'est un truc de dingue. On n'a jamais vu. On n'est plus à 15 milliards près. Mais voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est un choix politique et quelque part, c'est extrêmement difficile de savoir exactement, comme disait François, l'incidence finale. Et c'est vrai que ce que disait... non, mais il y a une vraie question aussi de dette publique, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, il y a une sorte de transfert intergénérationnel avec cette idée que c'est une mesure qui n'a pas besoin d'être financée nécessairement à court terme. L'augmentation de la dette publique s'en charge. Et je crois que la vraie question, c'est... Comment est-ce que l'État, finalement, voit son intervention de demain ? Normalement, dans la théorie standard, l'État il est censé quand même d'abord et essentiellement limiter les défaillances de marché. Il n'est pas censé provoquer des interventions, même de nature peut-être pas tellement distorsive, parce que ce n'est pas des demandes qui sont très élastiques. La demande d'énergie, c'est... Voilà. Oui, moi, élastique, ça veut dire, en termes économiques, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Sort du rôle... À mon avis, l'État sort un petit peu de son rôle, effectivement... de son rôle de régulateur des défaillances de marché. Mais là c'est de la redistribution. Attends, juste un mot, parce que j'ai fait petit calcul sur, puisque là c'est l'essence, le sujet là, et donc l'idée du forfait kilométrique, l'idée donc de déduire de ses impôts. Alors j'imagine impôts négatifs. Oui, mais alors là, la totalité. Ouais. Donc juste quelques chiffres quand même, parce que le site de l'INSEE est très bien fait là-dessus, on a plein d'infos. Donc en gros, la moyenne, c'est 40 km. Ceux qui prennent leur voiture donc, font 20 km aller, 20 km retour en moyenne. C'est 18 millions de salariés qui travaillent avec leur voiture. Et donc, au barème moyen, j'ai pris le barème moyen
de la cylindrée moyenne, de la voiture moyenne, tu arrives quand même à 63 milliards d'euros sur un an Ah oui, ça fait un peu d'argent. pour compenser ça. Ah ouais. 63 milliards d'euros. Ouais. Oui, alors c'est vrai que les frais kilométriques sont très limités aujourd'hui. Même la distance, hein, on ne peut pas déduire ces frais kilométriques de manière infinie Tout à fait. en fonction de la distance de son domicile à son travail. Après, comme disait François, c'est une mesure effectivement de redistribution qui ne dit pas son nom. Mais d'ailleurs, le chèque inflation est aussi une mesure de redistribution. Il n'est pas spécialement... Enfin, il est un peu plus ciblé, mais enfin, il y a énormément de gens qui quand même le perçoivent. Et concernant les prix de l'énergie, moi, ce qui me choque un petit peu d'une certaine manière, c'est que on n'a peut-être pas pris encore la mesure dans la manière dont l'État intervient, que c'est pas quelque chose de très conjoncturel ou d'uniquement conjoncturel. Il y a quand même à venir dans les années, décennies, voilà, sans faire de prévisions trop sombres, une augmentation à venir, probablement des prix de l'énergie. Le plan, même ne serait-ce que sur l'industrie nucléaire, les plans de programmation des nouveaux EPR, etc., mais ils vont coûter une fortune. Et la transition écologique va coûter une fortune. C'est Donc, ce que tu voulais. de toute façon, les prix de l'énergie ne sont pas censés diminuer. Et je dirais même D'où le qu'ils ne piège. sont pas censés D'où le diminuer, piège. C'est une même folie. intellectuellement. Si on veut favoriser Absolument. la sobriété, de toute Tout à façon, fait. c'est pas le, Il y a si j'ose dire, le segment. C'est du pas pouvoir d'achat sur l'incitation lequel qu'il faut donner. c'est ça. C'est un message complètement antinomique avec l'augmentation progressive du coût du carbone. C'est complètement antinomique. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais une mesure exceptionnelle d'accélération de la défiscalisation des indemnités kilométriques, toutes choses égales par ailleurs, sauf si tu prévois un crédit d'impôt, ça ne bénéficie qu'aux plus riches. Oui, mais Donc, tu en termes de prévois un ciblage, crédit c'est pas d'impôt, beaucoup, tu mais es ça va obligé faire. de prévoir un crédit Oui, d'impôt. mais tu dis, il faut faire un impôt négatif. Tu le dis, oui, mais il faut le faire. Oui. Tu vois, Non, mais juste pour donner. Après, Et conversation, après, là. attends, parce qu'après, je me retourne vers François. Juste pour donner la mesure de ce qui se passe. Il y a 10 ans, quand Sarkozy fait les heures supplémentaires défiscalisées, c'est des opérations un peu coûteuses, mais qui sont à 4-5 milliards d'euros. Que Chirac, avec sa TVA pour les restaurants. On était dans une mesure qui était. Et l'ordre de grandeur a complètement explosé. Et François, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que si c'est de l'argent gratuit, justement, ou en tout cas, ils ont la conviction que ça continue à être de l'argent gratuit, parce que emprunté à taux négatif ou quasiment négatif. Et c'est justement cette perte de repère totale qui les incite à partir dans cette fuite en avant complètement dingue, qui fait qu'il n'y a plus de chiffres, en fait, il n'y a plus de références. Oui, je ne sais pas si c'est seulement ça, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que si on prend la dette, une partie de la dette, le plan de relance, etc., il y a au moins une perspective annoncée, il y a au moins un objectif annoncé. C'est-à-dire, on va favoriser des investissements, on va favoriser des gains de productivité, voilà. Donc là, on n'est pas en train de redistribuer de l'argent, on n'est pas dans une pure redistribution. Et là, on est dans une pure redistribution, parce que l'objectif, c'est pas attention, il va y avoir un choc qui va faire que notre PIB va décroître, c'est pas ça. L'objectif, c'est, voilà, il y a une période électorale et c'est le pouvoir d'achat. Donc il y a une différence entre faire de la dette pour préparer l'avenir et faire de la dette pour boucher des trous et faire des transferts entre des populations en plus qu'on ignore. On ignore même, là, franchement, personne ne sait précisément quel transfert on est en train d'opérer quand on réduit le coût de l'électricité, quand on absorbe le choc du coût de l'électricité. Ceci dit, il y a quand même un aspect rationalisation. Il y a une différence entre un choc de prix et une évolution de long terme plus ou moins prévisible du prix. C'est-à-dire qu'il y a quand même un discours, j'y crois pas dans ce cas-là, mais il y a quand même un discours cohérent économiquement qui serait, il y a un choc. Ce choc va mettre les entreprises rentables, efficaces par terre et des emplois vont être perdus. Et 6 mois après le choc, eh bien, ces entreprises qui, si elles avaient absorbé le choc, si on les avait aidées à absorber le choc, eh bien, elles seraient encore là. Donc ça, c'est un discours qui peut être cohérent, mais on n'est pas dans cette situation-là, ici, à travers les mesures qui sont prises. Et alors donc, attends quand même, Clément, mais donc le MEDEF hier, et Geoffroy Roux de Bézieux, alors tu le connais très très bien, pour que Geoffroy Roux de Bézieux nous parle de planification, c'est que vraiment, c'est pas dans son mindset. Et donc il faut une planification écologique, en fait, avec le signal prix du carbone. Voilà. Et donc rentrer dans une trajectoire de long terme. Exactement, repris par Roux de Bézieux. Pourquoi ? Moi, je vais te parler en tant qu'entrepreneur. En fait, une entreprise, elle est capable de tout absorber. Je ne devrais pas le dire, mais elle est capable de tout absorber dans la durée. Si on lui donne de la visibilité sur ce qui va se passer. Voilà. Et donc, comme on est en train de se prendre choc contre choc, mesure, et que du coup, on recrée de l'incertitude, en fait, ce que nous souhaitons, les entreprises, c'est qu'on nous donne une trajectoire, et si cette trajectoire est stable et qu'on peut parier dessus,
à ce moment-là, on s'organise. Alors, on s'organise, on n'est pas content, on râle, etc. Mais l'organisation dans un monde où on sait où on va en termes du coût du carbone, en termes d'exigence de redistribution, en termes etc. Et c'est cette stabilité qu'on cherche. Tu vois, le truc sur lequel on a pu faire tirer des plans sur la comète depuis maintenant 10 ans, sans qu'on nous plante, c'était la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc, cette promesse a été tenue, et c'est quelque chose sur lequel on a pu mettre ça dans nos business plans prévisionnels, on a pu compter dessus en termes de résultats dégagés pour la part qu'on réinvestissait, la part qu'on distribuait, la part qu'on distribuait à nos salariés. Et donc, quand tu peux faire des plans comme ça, et donc sur le coût du carbone, c'est exactement la même chose. On sait qu'on va s'en prendre plein la figure parce qu'il faut bien faire quelque chose et il faut que les entreprises bougent. Il y en a d'ailleurs plein qui bougent sans qu'on leur demande rien. On a décidé qu'il y avait le coût du carbone avec des quotas, qu'on faisait tel secteur, tel secteur, tel secteur. Tout le monde va y passer. Le seul truc, c'est qu'on y aille de façon concertée, organisée et prévisible pour que tout le monde ait le temps de s'ajuster, plutôt que de se prendre des injonctions contradictoires sur la tête qui font que ta prévision d'un jour vole totalement en éclats. Clément ? Oui, c'était juste pour réagir toujours sur les prix de l'énergie. Je crois qu'il y a une différence aussi et il faut prendre en compte les perspectives d'inflation. C'est-à-dire qu'à mon avis, une des différences majeures entre les États-Unis et l'Europe pour l'instant, et c'est ce qui d'ailleurs transparaît quand même des communiqués de la BCE, c'est que, notamment en France, dans le PNRR, mais c'est vrai au niveau européen, il n'y a pas eu tellement de relance par la demande. Et je renvoie là aussi tous ceux qui nous écoutent au billet Trésor Éco de la Direction Générale du Trésor, d'Agnès Benassi-Kéré, qui conclut en disant... Le plan de relance qui a été mis en œuvre est un plan n'est pas un plan keynésien, je cite dans le texte, et c'est beaucoup plus un plan en fait schumpeterien que keynésien. Oui, c'est vrai. Donc modernisation des entreprises, l'offre, etc. Donc, tout à fait. Ça justifie le fait que pour l'instant, les hausses des prix ne se transmettent pas au salaire. Toutefois, la boucle prix-salaire, on voit qu'elle est visible aux États-Unis, pas vraiment visible en France pour l'instant. On va voir là, hein. oui. Mais en tout cas, c'est pas 16% de hausse dans la restauration, si tu veux, c'est vrai, ça fait une belle boucle. Oui, mais, non, mais d'accord. Mais pour l'instant, sur l'ensemble des emplois, on est 16% dans la restauration. Les transports refusent 5%, donc ils vont être au-dessus de 5%. Enfin, t'es quand même sur des wagons importants là qui sont en train de. Dans les perspectives moyennes sur l'ensemble de la main d'œuvre, on va pas être du tout sur des tensions, telles que sur le marché. T'es plutôt sur 2,5, 2,8 quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui fait quand même, c'est quand même plutôt de là que vient en général l'inflation et les périodes de recrudescence de l'inflation. Mais là, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train quand même potentiellement de lâcher un petit peu la bride sur l'inflation. C'est qu'à partir du moment où on subventionne directement ou indirectement les ménages, c'est vrai avec le chèque inflation, c'est beaucoup plus keynésien, c'est vrai. Et c'est pas une hausse de salaire, mais enfin c'est du salaire quand même d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est du revenu, et là ça peut se transformer en boucle prix-salaire indirect et générer toujours cette inflation. Et c'est ce sur quoi parie pas justement Christine Lagarde ou la Banque Centrale Européenne. Non, parce qu'on reste dans l'idée de la bosse, et que ça va redescendre. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le gouvernement, quand il décide de prendre cette mesure, il le prend pour des raisons politiques et aussi pour un calcul. Il fait sa règle de 3 et il dit ça va me coûter moins cher que si je fais un truc du type baisse de la TVA sur les taxes, sur la TICPE, etc., qui sont moins ciblées, en admettant que cette mesure soit ciblée. Mais François a très bien dit qu'en fait elle ne l'était pas et qu'on ne savait même pas sur quoi elle était ciblée, mais peu importe. S'il avait fait de la TVA, ça aurait concerné tout le monde de façon pas proportionnelle par nature. L'Europe veut pas, elle veut des mesures ciblées. Le gouvernement fait ça, il dit finalement mon calcul c'est que ces 100 balles, ils vont me coûter moins cher que si je baissais de façon pérenne la TVA sur la TICPE par exemple pour parler des produits pétroliers. Et en fait, c'est pas vrai, parce que et donc fondé sur la logique de la bosse, comme en fait l'inflation va quand même s'installer de façon un poil plus durable. C'est ça le chemin des banques centrales, c'est temporaire, et puis finalement ça s'inscrit un peu, et puis on commence à voir dans certains secteurs en Europe, mais aux États-Unis ça se passe beaucoup mieux, la boucle d'or, la boucle et donc les salaires, et ça veut dire qu'en fait à la fin la facture va être beaucoup plus élevée que la raison pour laquelle ils décident de prendre cette technique-là plutôt que baisser la TVA sur les taxes. Juste un mot François, puisque c'est ton domaine d'expertise là, les divisions européennes sur la taxonomie, c'est sans surprise, on a tout expliqué. Ils sont, je crois que c'est les Autrichiens notamment, mais qui sont vraiment remontés comme des pendules. Je crois qu'ils veulent porter le dossier devant la Cour de justice européenne. Avec le Luxembourg. Oui, avec le Luxembourg, voilà, c'est ça, devant la Cour de justice européenne, etc. Comment est-ce que tu... Ça, c'est pas nouveau du point de vue de l'Autriche. D'accord. L'Autriche a déjà, quand il y a eu, rappelons-nous... Mais qu'est-ce qui motive une aide d'État qui devait être contrôlée pour le financement d'Hinkley Point, une centrale nucléaire au Royaume-Uni. Eh bien, la Commission européenne a accepté qu'il y ait cette aide d'État. Et l'Autriche a porté plainte à la Cour contre la Commission européenne parce que la Commission européenne avait accepté. Bon, donc, alors plus fondamentalement...
la France, depuis le départ du Royaume-Uni, de l'Europe, est très isolée sur le plan du nucléaire. Parce que, eh bien, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne. Et donc, là, il y a peut-être la Pologne, il y a un peu... voilà. La donc, Suisse, mais elles ne sont pas dedans, hein, mais non, en termes d'ambiance générale, voilà. Et donc, la France a très peu d'alliés en matière nucléaire au niveau de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, parce que le grand allié sur le nucléaire, c'était, avant évidemment la sortie nucléaire, c'était l'Allemagne, et puis c'était la Grande-Bretagne avant le Brexit. Donc la France est fragilisée. Je pense que ça ne va pas empêcher, parce qu'il y a des deals. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Donc, sans doute que l'Allemagne ou l'Autriche finira par accepter, l'Autriche moins, mais en tout cas, finira par accepter que, ben oui, le nucléaire, il est aujourd'hui dans la taxonomie, mais il restera demain. Mais ça sera échangé contre quoi? Ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est quand même des discussions de marchands de tapis au sein de l'Union européenne, entre les États membres. Marque une pause, oui. On marque une pause et puis on ira parler de ce qui se passe sur les marchés et d'un record. Alors c'est... qui est-ce qui nous a dit ça? C'est l'AMF qui s'occupe de ça? C'est l'AMF, hein, oui, c'est ça. Nombre record d'escroqueries à l'épargne identifié l'an dernier.